Merci à tous d'être là ce soir. Je suis très heureuse donc de vous accueillir pour cette 4e édition du prix Le Temps Retrouvé. Et oui, c'est déjà la 4e édition du prix, toujours dans ce lieu mythique, donc le Ritz, qui est un lieu qui est cher à la littérature, puisqu'il était cher à Hemingway, et bien sûr cher à Proust. Proust qui nous a inspirés pour la création de ce prix. Et Proust disait que la littérature, c'est la véritable vie. C'est la vie inspirée qui est vraiment la vie réellement vécue, puisqu'elle est éclaircie par la littérature. Donc on est très fiers d'être dans ce lieu et très fiers d'avoir un jury merveilleux qui a fait effort de lire tous ces livres de grande qualité, qui a fait effort de sélectionner ce soir 2 lauréats exceptionnels qui sont présents, donc qui vont nous faire le plaisir de dire quelques mots. Et on les remercie, donc je remercie vivement ce jury qui me soutient et qui est là et qui est présent et qui donc permet à ce prix d'exister et de sélectionner des livres vraiment remarquables. Et je remercie aussi le président du jury, Douglas Kennedy, qui incarne cette ouverture d'esprit, cette ouverture de pays, puisqu'il est américain aussi, et c'est ça la littérature aussi, c'est nous ouvrir d'autres territoires, nous donner accès à un autre regard. C'est pour ça aussi qu'on a 2 lauréats ce soir qui nous permettent de découvrir d'autres horizons, et c'est le rôle de la littérature, de nous ouvrir les yeux quelque part. Et je remercie aussi bien sûr Daniel Jagonitzer, le parrain de ce prix depuis le début, depuis 2020, qui a connu toutes les évolutions de ce prix et qui nous soutient depuis le début, qui permet aussi, qui est le garant de cette littérature aussi et de cette originalité qui est la marque de ce prix, puisque ce prix a aussi sa propre personnalité, son originalité. Il est décerné en décembre, après les autres grands prix littéraires. Il est là pour mettre en lumière des auteurs qui ont de l'audace et qui sont dans la lignée de Proust, puisqu'ils analysent avec une grande finesse et avec un style remarquable. Donc, je suis très heureuse que vous soyez tous présents. Et maintenant, je vais passer la parole déjà à Daniel Jagonitzer, qui est donc le parrain de ce prix de la Fondation Daniel Jagonitzer, qui va nous dire quelques mots. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être présents. Bon, je poserai un peu plus tard, qu'on a pris cette habitude, des brèves questions aux lauréats, aux lauréates du prix. On verra ça après. Pour l'instant, je voudrais tous, comme Alexandra, vous souhaiter à tous la bienvenue, vous transmettre à tous mes chaleureuses félicitations, et en particulier au président du jury et aux lauréats, bien entendu, mais aussi à tous les membres du jury pour le travail qu'ils ont fait. Et voilà. Donc, merci à tous d'être présents. Je vais laisser la parole, je crois, à Douglas Kennedy. Et je dirai encore un petit mot tout à l'heure. J'ai toujours un calepin. Une petite correction, je suis américain et irlandais, j'ai 2 passeports. Et maintenant, avec des ombres totalitaires partout, en fait, un passeport irlandais est utile. J'étais dans le métro ce soir, comme d'hab, et j'ai regardé dans la voiture, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec un livre de personne? Quand ma fille était au lycée à Londres, elle était taquinée par des autres filles, Amelia Kennedy, la fille qui lit. Et je parle avec des gens, je connais des hommes d'affaires qui n'ont pas lu un livre depuis 3 ans. Pour moi, un prix comme ça, et merci monsieur, c'est essentiel. Créer une nouvelle génération des lecteurs et lectrices, ça c'est en fait, franchement, le travail le plus important aujourd'hui. Parce que tout va disparaître rapidement. Et pourquoi? Parce que tout le monde est obsédé avec ça. Ça c'est en fait l'objet le plus dangereux du monde. Et aussi, j'ai pensé, quand j'étais dans le métro aujourd'hui,
ligne du livre magnifique de Jonathan Siskou. C'était la page 83, Jonathan, je pense. Le métro parisien a été le seul au monde à proposer une première classe. 1974, je suis arrivé pour la première fois à Paris d'Amsterdam. J'avais 19 ans, étudiant à Trinity College Dublin. C'était des vacances scolaires. C'était aussi après une nuit dans une coffee shop à Amsterdam, donc ma tête était ailleurs. Je suis arrivé, j'ai pris un billet de métro et j'ai pris en fait la voiture de première classe. 5 minutes après mon arrivée à Paris, j'étais contrôlé. Et l'amende, c'était 50 francs, qui était une fortune pour moi en 1974. Mais en fait, je suis resté un autre 40 ans. Donc, je suis très citadin, troisième génération new-yorkaise, qui a vécu à Dublin, à Londres, à Montréal, même si au Caire, et maintenant entre Paris et Berlin. Et pour moi, quelque chose, en fait, une ville, c'est toujours un laboratoire si dense des expériences humaines. Et aussi maintenant, la ville est menacée à cause de la mondialisation, le fait que j'ai vu ça à Manhattan, par exemple, où j'ai grandi dans la classe moyenne. Ça n'existe plus maintenant. Tous les petits commerçants ont disparu. C'est la même chose ici à Paris. Et honnêtement, Vivre en ville, le livre de Jonathan, c'est une des études plus originales, intelligentes, drôles et décalées sur la vie urbaine. Et j'ai appris beaucoup. J'aime un livre quand on va apprendre beaucoup. Par exemple, le nombre de codes qu'on est obligé de retenir pour ouvrir une porte à Paris. Il y a quoi? 10, 15 à peu près. Le fait que Central Park et Gramercy Park à New York, deux endroits franchement maternels de moi, sont maintenant des espèces non fumaires. Et le fait que Paris occupe la 4e place des villes où des rats sont des plus heureux. Ça, c'est extraordinaire. J'ai trouvé des observations de Nancy Mitford au sujet des femmes de ménage, de Joseph Roth, de grand Joseph Roth, de Café Tournon pendant ses années exilées à Paris. C'est un livre d'une grande érudition, un esprit, très très drôle et une originalité absolue. Comme j'ai écrit dans mes notes quand j'ai terminé le livre, c'est un petit bijou et vraiment génial. Jonathan, chapeau, le 2e prix. Merci. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à entendre de tels mots. Merci beaucoup. Je suis évidemment très touché d'être ici, d'avoir été choisi par vous. Et je ne savais pas s'il fallait prononcer quelques mots ou pas. Et en étant moi aussi coincé dans le métro, dans les embouteillages, je me suis dit qu'est-ce que je vais peut-être pouvoir vous dire. Et j'ai pensé à une chose amusante, comme disent les gens sérieux, c'est un peu ma présence ici une mise en abîme, dans le sens où il est question du Ritz dans Vivre en ville, une maison que je connais bien, et il est question également de prix littéraires, parce que les gens à la ville s'ennuient, il faut trouver des occupations, et les prix littéraires, les vernissages, les décorations, les remises de Légion d'honneur, eh bien ça nous occupe beaucoup de temps, et on est très content d'avoir ce type de rassemblements dans lesquels on se retrouve et dans lesquels on s'amuse néanmoins. Et oui, le téléphone prend beaucoup de place, le petit téléphone prend trop de place, et on a du mal on ne se voit plus, on ne se regarde plus, c'est une chose que nous pouvons tous regretter, nous qui pouvons ne pas avoir les yeux uniquement rivés sur le téléphone. Et je voulais vous remercier, Président Kennedy, et remercier les membres de votre jury qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce qu'il faut toujours se méfier de l'unanimité en général. Je vous remercie.
Merci. Et OK, maintenant, le Grand Prix. Au début, merci à Alessandra qui a tout organisé, magnifique. Merci à mes collègues Joré, Monique, Claire, Bertrand, Nathalie, Denis. C'est toujours une conversation intéressante, toujours une découverte de la façon dont un livre est comme un test de Rorschach. Nous lisons tous les mêmes mots, mais nous les percevons différemment. Ça, c'est en fait un des grands plaisirs pour moi. Une question. Pourquoi on est toujours fasciné par des gens qui testent des limites des extrémités? Tout le monde vit la vie quotidienne. Mais à cause, ou peut-être grâce à ça, on est toujours captivé par des individus qui explorent le monde sauvage. L'excitation de la haute altitude, qui est aussi, et l'allemand c'est ma deuxième langue, un Totentanz, une danse avec l'amour. L'Himalaya, c'est toujours en fait un endroit mythique parce que aussi c'est si vertigineux, si brut, si primitif, si dangereux. Et j'ai adoré le fait qu'une écrivaine a osé décrire un sujet très masculin, franchement très macho. Et le sujet, Dr. Nicolas Jaeger, c'est correct? Oui, ok, merci. Qui a conquis Everest, puis a disparu lors d'une ascension solo de l'Oust. Quel personnage romanesque. Pas un fou, pas un joueur avec sa vie, un homme marié avec 2 filles. Un médecin stable, aussi très calculateur, un vernis de confiance, mais qui doit tester toujours ses extrêmes. Ce livre magnifique de Virginie Troussier, j'ai écrit quand j'ai terminé ça, c'est un roman actuel, avec des thèmes très romanesques, une disparition, un mystère, une aventure vertigineuse. Et un portrait d'un homme aux contradictions personnelles, mais aussi, et pour moi ça c'était passionnant, au contrôle personnel simultané. C'est si bien écrit, son style mesuré, raffiné, romanesque, et un portrait du monde naturel extrême qui évite tous les grands clichés de la poésie en plein air. J'ai voyagé beaucoup avec ce livre et c'est la plus grande éloge que je puisse faire à une écrivaine. Donc, le Grand Prix a attribué à Virginie Troussier pour L'homme qui vivait haut. Merci beaucoup. Bonsoir et merci à tous pour votre présence. Merci pour ces beaux mots. Merci au jury d'avoir remis le prix Le Temps Retrouvé à L'homme qui vivait haut. Je suis si heureuse ce soir. Primer ce texte sous l'égide de Proust, c'est avant tout décloisonner les genres. Fluidifier la lecture, s'extraire des étiquettes et trouver peut-être dans le récit de montagne, au-delà des faits historiques, une poésie, une philosophie, de l'imaginaire, des espaces nouveaux, ce qu'on appelle un roman. Là où on trouve une langue intérieure un peu magique, qui explore des lieux profonds en soi, qui essaie de défiger les choses, qui ne dit rien de binaire et qui tente de faire naître tout ce qu'on peine à élucider, tout ce qui n'existe pas encore. On rappelle souvent que la réalité dépasse la fiction. Cela voudrait dire que la réalité est plus incroyable que ce que l'on pourrait imaginer. Pour moi, il n'y a ni réalité ni fiction. Il y a toutes ces vérités que j'ai voulu sonder. Dans son texte, comme dans l'ensemble de mon travail, j'ai voulu m'attarder sur le mot passion, ce qu'il suppose d'obstination souterraine. Une passion dévore, une passion aliène. Comment, pourquoi peut-on être emporté par quelque chose qui nous dépasse, au point parfois de se perdre? Nicolas Jaeger a disparu il y a 43 ans. La beauté de cette disparition n'a rien d'esthétique.
La beauté d'une histoire, c'est sa capacité à vous métamorphoser. D'une certaine manière, côtoyer des gens prodigieux comme Nicolas Gégère, c'est souhaiter une contagion. Vous espérez emporter un morceau d'eux. Proust même le disait dans son roman Le Temps retrouvé, « Dans les personnes que nous aimons, il y a, émanant à elles, un certain rêve que nous ne savons pas toujours distinguer, mais que nous poursuivons. » Nicolas Gégère a disparu il y a 43 ans, et le voici sous les lumières du Temps retrouvé. Un livre est quelque chose de vivant, aussi vivant que n'importe quelle personne que l'on peut connaître, parfois plus encore. J'ai écrit pour rendre cet homme présent à lui-même et présent à nous, présent à la vie. Je crois à la puissance extraordinaire de la trace spirituelle, à la trace de l'esprit, aux rencontres. Merci infiniment au jury d'y avoir cru aussi. Merci à Hélène Gégère de Fay, aux éditions Paulsen-Guérin et à mon éditeur Charlie Buffet pour l'accompagnement inestimable. Notre mécène a quelques questions pour les deux lauréats. Bien, bon, alors les questions que je pose sont lesquelles que je vais poser, sont des questions naïves, donc c'est un peu pour détendre l'atmosphère avant de passer au dîner. Alors je vais commencer donc par l'homme qui vivait haut. Alors vous le dites dans le livre, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le comportement des personnages. Une des raisons, c'est l'extravagance, une sorte d'extravagance, voire de folie. Elle est comme ça dans les montagnes, dans des conditions effroyables. C'est difficilement imaginable. Bon, une autre raison, c'est la question de souci, la recherche de la gloire. La gloire, le fait d'être le premier à accéder à des sommets de manière incroyable. Et puis, il y a une troisième raison qui pourrait être le désir de fuir la société. Votre personnage vit à moitié en ville, où il a une vie personnelle qui est agréable quand même, et puis il faut pendant la moitié, je crois à peu près la moitié du temps, qu'il parte. Voilà. Alors la question que je vous pose à vous, c'est, vous expliquez tout ça dans votre livre, mais vous ne donnez pas votre conviction. J'aimerais que vous disiez votre conviction. Parmi ces trois raisons, la folie, l'exubérance, les deux autres que j'ai mentionnées, quelle est celle qui correspond à votre conviction personnelle. Alors quant à vous, parce qu'elle a un rapport direct avec cette question, oui. Quant à vous, dans votre livre, il est question à un moment donné, vous constatez que, bon, vous expliquez ce qui se passe en ville, et puis vous constatez qu'il y a des gens qui fuient la ville, et des gens qui au contraire sont heureux de vivre en ville. Alors la question en liaison avec le livre précédent, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que pour vous, est-ce qu'effectivement vous êtes quand même, vous considérez plutôt que la ville c'est finalement très bien et qu'on comprend pourquoi il y a des inconvénients, il y a des choses bizarres que vous avez racontées, enfin on est très bien en ville, ou est-ce que vous comprenez les gens qui fuient, par exemple les gens qui, comme dans le livre précédent, la moitié, je crois que c'est la moitié de l'année, enfin une grande partie de l'année, fuient notre société. Notre société ne leur convient plus, ils ne supportent plus notre société, et pof, ils s'enfuient, et dans le cas du livre précédent, donc, ils s'enfuient donc en haute montagne. Ils fuient donc c'est une fuite totale et absolue. Hein. Voilà, donc c'est deux questions naïves que je posais à l'un et à l'autre. Répondre en premier. Je peux répondre pour vous, j'ai l'impression qu'on peut aimer la ville. On peut répondre l'un pour l'autre, effectivement. Non, mais j'ai l'impression qu'on peut aimer la ville et vouloir la fuir, tout comme on peut être fou et sérieux à la fois. Et pour moi, c'était cette alliance qui m'intéressait chez mon personnage. C'est ce mélange d'extravagance et de rigueur. Et ma conviction, c'est qu'il était traversé par des motivations contradictoires. Donc je n'ai pas une réponse unique à vous apporter. Sur une conviction personnelle que vous auriez, oui. Sur ce qui est motivé principalement. Merci. Oui, mais c'est exactement ce qui a été dit, dans le sens où quand on vit en ville, on peut être très heureux, on peut s'épanouir en ville, qu'on y soit né ou qu'on soit venu à la ville chercher le bonheur, mais cette construction est si
anti-nature qu'il est sain de pouvoir aller prendre l'air de temps à autre pour voir autre chose que de la ville. Et de là permet aussi la possibilité d'être très heureux en ville, parce qu'on peut aussi s'échapper tout en restant en ville. C'est la complexité de cette construction bizarre qu'est la ville, et on peut rester citadin, indécrotablement citadin, et avoir la possibilité de s'échapper parce qu'il y a toujours des failles. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à nos lauréats et merci au jury, merci à notre mécène et merci aux éditeurs aussi, qu'il ne faut pas oublier puisqu'ils permettent aux livres d'exister. Ils sont là d'ailleurs ce soir. Et place à la fête maintenant. Vive la littérature, vive le Paris littéraire, vive le prix du temps retrouvé. Merci à tous.